c'est toujours un réel plaisir pour nous, Laboratoire des droits humains, de vous voir connecté à notre chaîne. Eh bien, si c'est pour la première fois que vous tombez sur le Laboratoire des droits humains, n'hésitez pas de vous abonner, car il n'y a pas plus tard que le 21 septembre 2025, le monde a célébré la Journée internationale de la paix. Et notre laboratoire, avec le concours de M. Frédéric Okimuka, a abordé la notion de la paix, notamment ses enjeux, sa portée, et a donné certaines conditions qui peuvent militer pour la promotion de la paix dans notre société. Alors, dans cette même perspective, il me semble qu'il y a un élément auquel nous ne devons pas nous échapper. C'est qu'il est difficile, j'allais dire pratiquement impossible, de parler de la paix sans parler de la guerre. Le problème, c'est que cette paix, on ne la définit souvent que par rapport à la guerre. On connaît la formule latine que tous les écoliers apprennent par cœur, si vis pacem, para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et oui, il suffit de jeter un regard dans les réalités de notre société pour se rendre à l'évidence que la paix est vraiment bafouée, que la paix n'est pas respectée eu égard à certaines guerres qui existent ou que le monde connaît. Alors, dans cette vidéo, nous allons encore de nouveau retourner au Congo-Brazzaville auprès de M. Frédéric Okimuka, qui cette fois-ci va parler de l'opposé de la paix, qui est donc la guerre, tout en énumérant les causes, les effets néfastes des conflits armés autour de nous, mais surtout certaines stratégies de lutte pouvant nous aider à militer pour la paix et à lutter contre les guerres autour de nous, qu'il s'agisse des guerres crépitantes, qu'il s'agisse des guerres silencieuses que nous, hommes, connaissons dans nos sociétés. Nous tendons donc le micro du Laboratoire des droits humains à M. Frédéric Okimuka pour nous parler de la notion de la guerre. Mais à l'opposé donc de la paix se trouve donc la guerre. La guerre, selon Karl Clausewitz, elle est donc n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens, et des moyens qui sont violents. Et Clausewitz estime que la guerre n'est qu'un moyen, parmi tant d'autres, du politique pour atteindre ses objectifs. Et donc, atteindre ses objectifs par les moyens, tous les moyens, que ce soit des moyens moralement répréhensibles, moralement blâmables, mais l'essentiel donc est d'arriver à ses objectifs. Et Machiavel dira que c'est la fin qui justifie les moyens. Si les moyens sont efficaces, si la guerre est efficace, c'est un moyen efficace pour atteindre ses objectifs, alors qu'elle soit la bienvenue. Et donc, nous sommes dans cette logique du politique pour qui la guerre, donc, si elle peut permettre d'atteindre des objectifs, elle serait la bienvenue. Mais en réalité, quelles sont les causes de la guerre? On peut en mettre en évidence trois causes. En fait, il s'agit du trouble du désir qui se manifeste par trois passions humaines qui expliquent donc les conflits interindividuels, qui expliquent la violence. Et par extension, au niveau des États à la guerre, donc on peut citer le désir d'acquérir ce que l'autre a, donc c'est une cupidité, le désir de conserver ce qu'on a, donc c'est une peur, une sorte de peur, et aussi le désir de reconnaissance par tous. Et c'est la vanité. On veut montrer aux autres qu'on est grand, qu'on est puissant, on est, voilà, ce qu'on est donc, on est vraiment le maître de la terre, quoi. Faire la paix, avoir la paix, maintenir la paix, voilà qui est facile à formuler, mais certes pas aisé à réaliser. Cependant, il y a tant d'autres guerres silencieuses, avec des armes silencieuses à destruction sociale massive. Ces guerres, nous les vivons dans nos familles, où les déchirements les plus inouïs sont enregistrés dans le silence des paroles destructives.
Nous les vivons dans nos milieux professionnels, dans nos structures, nos familles religieuses, dans nos quartiers où les relations interpersonnelles sont mises à rude épreuve. Mais prenons le cas de la guerre la plus meurtrière, la plus longue, la Première Guerre mondiale. Elle qui a commencé en 1914 et a pris fin en 1918. Cette guerre a ravagé le monde. Un conflit d'une ampleur inconnue jusqu'alors. Il aura fallu plus de 4 années pour qu'enfin un armistice final soit signé le 11 novembre 1918. Mais avant d'arriver à cela, il y a eu évidemment 16 traités pour mettre fin à la guerre. Si le traité de Versailles est le plus connu, mais avant cela, il y en a eu beaucoup. Le traité de Brest-Litovsk, le traité de Batum, le traité donc de Versailles dont on a parlé, le traité de Saint-Germain-en-Laye, le traité de Neuilly, le traité de Tartou, le traité de Trianon, le traité de Moscou, le traité de Sèvres, le traité de Paris, celui de Rapallo, celui d'Alexandre-Paul et le traité de Riga, sans oublier le traité de Kars et le deuxième traité de Rapallo et le traité de Lausanne. Et donc, tout cela, c'est pour vous dire que beaucoup de temps est passé. Et cela me conduit à dire, à affirmer que la guerre est ce moment perdu pour réaliser le bien fondé de la paix. Dans la triste expérience du Congo, après les affres des violences armées et politiques orchestrées par les ouvriers de la bêtise humaine, nous avons entendu dire « plus jamais ça ». Oui, plus jamais ça, mais pour combien de temps? L'homme revient toujours à la case de départ, comme si le mal d'hier était une belle expérience à réitérer. Souvent, on entend parler de reconstruction après la guerre. Mais que va-t-on reconstruire? Ou que peut-on reconstruire exactement? Et surtout, comment? Est-il possible de reconstruire les cœurs des hommes, des femmes, des enfants traumatisés? Est-il possible de reconstruire des vies humaines? La guerre, quelle que soit sa nature et sa raison d'être, demeure la plus grande folie de l'homme. Elle détruit, fragilise le capital physique, le capital humain et le capital social. La guerre demeure une violence sur l'homme et par l'homme. Il faudrait donc parvenir à jeter les ponts qui relient, réconcilient les positions opposées, se trouvant à la croisée des étincelles qui activent le feu de la guerre. Il faudrait donc circonscrire, mais à temps, toute situation susceptible de faire sauter la poudrière sociale. Gandhi dira, évidemment, à ce propos, qu'il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Et donc, ce chemin vers la paix peut être ce que nous appelons le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu consiste en un accord organisant la cessation de toute activité militaire durant un temps donné et dans un espace donné. C'était le 15 février de cette année 2015. Le sommet de Minsk, qui réunissait le président russe, son homologue ukrainien, François Hollande et Angela Merkel, accouchait d'un accord prévoyant un cessez-le-feu en Ukraine
et le retrait des armes lourdes le long de la ligne de front. Un accord de paix, on le sait, maintes fois violé. Car nous sommes à l'ère des conflits gelés qui semblent ne jamais avoir de fin, avec une paix effective, juste et durable. Problématique similaire en Afrique, en dépit du tout dernier accord de paix qui date de novembre 2014 et malgré près d'une douzaine d'accords de paix précédents, de négociations et d'initiatives de réconciliation, le fait est là, la communauté internationale n'est pas parvenue en plus de 15 ans à résoudre les conflits récurrents dans la région des Grands Lacs. La situation au Proche et au Moyen-Orient est caractérisée, elle, par des guerres qui ne disent pas leur nom, qui causent la mort de centaines de milliers de victimes et qui jettent des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sur les routes de l'exil, sans que, depuis des années, on puisse parvenir à quelque accord de paix que ce soit. Il peut être déclaré de façon unilatérale ou bien être négocié entre les parties en conflit. Le cessez-le-feu ne vise pas seulement à mettre fin au combat entre belligérants. Les accords de cessez-le-feu efficaces protègent les civils et permettent l'accès humanitaire aux populations vulnérables. D'un point de vue politique, le cessez-le-feu constitue une occasion majeure de poser les bases de pourparlers de paix inclusif et complet. Le cessez-le-feu est donc ce dernier pas d'une démarche vers la résolution progressive d'un conflit armé. C'est ce moment où l'on exprime le désir de s'asseoir, de faire taire les armes. C'est le temps d'une véritable prise de conscience qui consiste à réaliser qu'on s'est fait trop de mal et qu'il faut se ressaisir, car il n'est jamais trop tard de faire la paix. Son objectif, l'objectif du cessez-le-feu immédiat est de mettre fin à la violence, mais ses objectifs sous-jacents varient. Il peut viser à répondre à des besoins ponctuels à court terme, comme l'aide humanitaire, à gérer un conflit pour le rendre moins dévastateur ou à favoriser la résolution pacifique d'un différend. Mais aucun conflit n'est éternel, surtout que soi-même, on n'est pas éternel. Il faut donc ouvrir des boulevards d'une paix durable. Et oui, nous répétons ce que le professeur nous dit, ouvrir les boulevards de la paix. Chers tous, sommes-nous les artisans, j'allais dire, sommes-nous capables, dans l'aujourd'hui de notre monde, de nous lever pour ouvrir les boulevards de la paix? À chacun de répondre à cette question. Merci à M. Frédéric Koukimokaki de la notion de la paix et passer à la notion de la guerre parce qu'il est pratiquement impossible de parler de la paix sans parler de la guerre. Merci donc à lui et à vous tous qui êtes connectés au laboratoire des droits humains. Chers tous, ouvrons les boulevards de la paix pour que nous puissions vivre heureux au sein de notre société. Merci donc de nous avoir suivis. Likez, partagez et commentez. C'est aussi une manière de promouvoir les droits humains, notamment les droits à la paix, et dire avec énergie non à la guerre. Plus jamais ça. On se dit donc au revoir et à nos prochaines publications.